de l'influence française. Et donc, pour parler clairement, Clinton, tout de suite, cette théorie du soft power, finalement, vient cristalliser des choses qui existent déjà et vient donner une sorte de nom à des pratiques qui s'intensifient, qui se rationalisent. Par exemple, vous parliez des acteurs, des très gros acteurs dont on n'entend jamais parler, mais qui sont très puissants dans ce domaine. C'est d'abord l'absence du ministère de la Culture. Pardon ? L'absence du ministère de la Culture aux États-Unis. Il n'y a pas d'administration, il n'y a pas une bureaucratie qui vient, au nom de l'État, intervenir sur la culture. Ça, c'est au cœur de la politique américaine et de la Constitution américaine. Ça, c'est ce qu'on dit toujours aux Américains, ils n'ont pas de ministère de la Culture, parce qu'ils sont un peu idiots, ils sont un peu... Bon. Alors que c'est une des cultures les plus florissantes, même sur le plan de la culture savante, il n'y a pas que le divertissement. C'est qu'en fait, l'administration américaine, et dans la Constitution américaine, le premier amendement sur l'expression individuelle, s'il y a un domaine dans lequel l'État fédéral ne doit pas intervenir, c'est le domaine culturel. C'est pas simplement parce qu'ils veulent pas, c'est surtout, c'est du ressort de la liberté d'expression. Donc jamais l'État n'a le droit, une politique culturelle d'État dans la Constitution américaine, c'est un truc soviétique. D'accord, c'est un truc. En France, vous savez, on a un corps d'inspecteurs, le ministère de la Culture, qui s'appelle inspecteur de la création culturelle. Je crois, je ne sais même pas si Staline avait osé créer un corps d'inspection du ministère pour la création culturelle. Donc pour les Américains, c'est une vraie valeur politique, c'est-à-dire de dire, premièrement, deux choses qui sont très différentes de la France, c'est la culture, c'est une affaire d'expression individuelle et de liberté, donc l'État ne doit pas mettre l'administration fédérale ne doit pas intervenir. C'est la liberté des gens, s'organiser, etc. Aux États-Unis, la défiscalisation du don individuel est très importante, c'est jusqu'à $10 000. Donc, aux États-Unis, par an, c'est 400 milliards de dollars de dons privés à la culture, aux fondations. Vous avez l'école de musique de votre quartier, vous donnez $10 000, et vous payez $10 000 d'impôts en moins. D'accord ? Donc, faut avoir ça en tête. La culture américaine, c'est pas que les majors, c'est pas que les énormes trucs qu'on connaît, etc. C'est un tissu de dizaines de milliers de fondations à but non lucratif. D'accord ? Ils font pas du business, ils sont là. Et donc on a une caricature de la culture américaine qui est... alors pour ça, il faut lire de Frédéric Martel De la culture en Amérique. Il y a deux trucs de Martel qu'il faut lire, c'est ça et un autre livre qui s'appelle Mainstream. Vous avez peut-être vu ça. Là, c'est plus globalisé. Là, De la culture en Amérique s'intéresse à la façon dont fonctionne la culture américaine et son dynamisme et la façon dont... Et Mainstream, c'est quelque chose de plus globalisé. C'est vraiment intéressant, puis ça se lit bien. C'est un journalisme, donc c'est pas la sociologie, c'est pas des trucs trop académiques. Donc, alors, il y a un truc qui va ensemble aussi et qu'il faut avoir en tête, parce que j'en parlerai aussi pour les questions d'influence culturelle. En France, à la différence, aux États-Unis, à la différence de la France, c'est que les religions, dans la Constitution, sont conçues comme un acteur essentiel de la vie démocratique, les églises. C'est un État laïque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une religion d'État, mais l'État organise en fait la concurrence entre les églises en disant plus il y a de religions, en fait, plus la liberté s'exprime, et plus ces religions entre elles vont être en mesure de contrebalancer le pouvoir politique. Aux États-Unis, il y a la doctrine du check and balance, c'est-à-dire qu'il faut c'est très différent de la France, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des contrepoids au pouvoir politique. Le pouvoir politique central, mais Washington, faut bien voir qu'aux États-Unis, le pouvoir fédéral est quelque chose de très très mal perçu par les Américains. Dans les films américains, il y a toujours les gens du FBI qui sont toujours une espèce de cons, c'est ça, ils représentent le bras armé du pouvoir fédéral. Et sur la religion et la culture, parce qu'en France, on distingue les deux. C'est-à-dire, en France, on dit que les religions, ça n'existe pas. Les gens, ils font ce qu'ils veulent chez eux. Ça n'existe pas. Et c'est un trait de la culture américaine de dire, au contraire, l'expression dans l'espace public des religions, c'est, premier amendement, liberté d'expression.
Et donc, jamais, et en plus, l'État favorise, pas financièrement, hein, mais la Constitution garantit que les églises, les religions, sont des contributeurs essentiels à la démocratie américaine, à la vitalité démocratique américaine. Alors ça, en France, c'est contradictoire, à cause de l'histoire. Donc ça, c'est vraiment deux choses très différentes, le fait qu'il n'y ait pas de ministère et le fait que les religions soient... Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que le vecteur essentiel culturel depuis l'aube de l'humanité et dans toutes les cultures, c'est quand même les religions. Oui. C'est Malraux, c'est sympa, mais enfin bon... que ce soit en Europe, la matrice culturelle européenne, c'est le christianisme. Oui. Voilà. Alors, oui, d'accord, il y avait des juifs dans le ok, il y avait des musulmans en Espagne, d'accord, très bien. Mais bon, voilà, c'est pas compliqué en France, il y a 80 000 lieux de culte classés, il y a... Et ça, dans une organisation très différente, les Américains, dans le façonnage de la culture américaine, le facteur religieux est essentiel. Et d'ailleurs, ça rejoint les questions de soft power, parce que les religions, notamment les chrétiens évangéliques, sont associés à l'expansion américaine de manière très opérationnelle. Pas juste les missionnaires qui débarquent en Irak, en Kabylie, qui sont dans le monde arabe actuellement. Je veux dire, c'est un outil tout à fait légitime pour le département d'État d'associer ces acteurs-là. Alors parmi les gros acteurs qui comptent, il y a sur le plan du cinéma, il y a ce qu'on appelle la Motion Picture Association of America, la MPAA, que en fait vous connaissez indirectement parce que ce sont eux qui classent les films en fonction des tranches d'âge aux États-Unis. Quand vous voyez un film américain, vous voyez un interdit au moins de 12 ans, etc. Vous regardez dans un coin MPAA. C'est une structure privée. D'accord. C'est une structure privée qui rank les films, hein, moins interdit ou plus de 12 ans, etc. Alors là, par contre, avec des critères extrêmement puritains. Et ce qui est en même temps un moyen de contrôler assez fortement l'importation de films étrangers, puisqu'il, par exemple, il suffit qu'il y ait un juron dans le film, une insulte, etc., il classe interdit au moins de 12 ans. Et donc il y a les films comme Les Choristes, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film-là, interdit au moins de 12 ans aux États-Unis. Donc c'est aussi une façon de protéger. Bref, et donc la MPAA, ils sont en lien direct. Martel, dans Mainstream, montre bien, je ne sais plus comment il s'appelle, Jack Valentine, qui a été 40 ans à la tête de la MPAA. Le gars, il est ministre, enfin il a rang de ministre. Il est intégré, le département d'État, il est consulté, etc. Il y a un truc intéressant aussi, c'est un des bouquins de... J'ai oublié son prénom. De Valentin, c'est son nom de famille Valentin, qui a fait plusieurs bouquins sur le lien entre le cinéma, le Pentagone, enfin le cinéma hollywoodien, le Pentagone et le département d'État. C'est qu'en fait, où les films de guerre américains sont pareils, sont naturellement... Il y a un tel lien entre le département d'État américain et ses grands acteurs culturels qu'en fait, c'est naturel, quand il y a un problème de sécurité aux États-Unis, que ce soit le terrorisme, que ce soit la guerre froide à l'époque, que ce soit je sais pas quoi, en fait, naturellement, il y a une telle symbiose que naturellement, Hollywood fait des films qui sont liés à une sorte d'ambiance du moment. C'est pas de la propagande, hein, c'est pas le Pentagone ou c'est pas, je sais pas quoi, le secrétaire d'État qui dit faut faire des films là-dessus. En fait, il y a une telle synergie entre les décideurs que le cinéma, et Valentin a inventé un concept qui est le cinéma de sécurité nationale. C'est-à-dire qu'en fait, les problématiques de sécurité nationale de la société américaine transparaissent dans les films de façon presque immédiate. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans le monde, je sais pas, il y a le 11 septembre, d'autres événements, la guerre d'Irak, machin. Et immédiatement derrière, les Marines sont à peine posé le pied sur le truc, que déjà les scénarios sont les scénarios, les jeux vidéo, les machins. Déjà le storytelling est en place. Et ce que montre Valentin, c'est que c'est pas un truc de propagande, c'est pas quelqu'un qui décide. C'est qu'en fait, il y a une telle symbiose dans la société américaine entre les acteurs culturels du divertissement et les problématiques et les médias et les problématiques politiques, qu'en fait ça fonctionne tout de suite. C'est-à-dire que
Et c'est pas une théorie du complot en disant, voilà, ils vont... alors qu'a été accréditée la théorie de propagande, c'est qu'en fait, parce qu'il y a quand même... Quand vous êtes scénariste de film américain, vous faites un film avec la militaire, vous pouvez soumettre votre scénario au Pentagone. D'accord. Et si le Pentagone agrée le scénario, c'est-à-dire ouais, ok, bon, le département le DOD, le département of Defense, met à disposition gratuite les équipements. C'est-à-dire, si vous voulez avoir un porte-avions, une base américaine avec les gros porteurs, les machins. Alors c'est génial parce que c'est un outil de communication pour l'armée, c'est un outil de motivation énorme pour les militaires, parce qu'ils voient arriver Hollywood, des acteurs, machin, etc. Ouais. Donc pendant, 3 semaines de tournage sur une base américaine, c'est le grand cirque. Sauf que forcément, vous avez les scénaristes hollywoodiens ont gratuitement faire voler l'heure de vol d'un F-16 par exemple. Mais pour avoir l'accord du Pentagone, c'est que tu rentres forcément dans... Mais ça c'est plus compliqué que ça. Parce que par exemple, le vol du Faucon Noir, là, je ne sais pas si vous voyez ce film-là, le film sur l'échec américain en Somalie, là, en fait, où il y a eu une opération militaire qui s'est soldée par je ne sais plus combien de morts américains, et le retrait des États-Unis de Somalie. Le Pentagone a donné son accord. Les Américains, c'est plus subtil qu'on croit. Hein. C'est pas Rambo d'un côté et rien de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a même dans la culture militaire américaine, il y a cette capacité quand même. Évidemment, si vous êtes si vous attaquez frontalement la réputation de l'armée américaine, forcément, il va dire vous débrouillez, faire des trucs en numérique ou je sais pas quoi. Donc, Valentin, c'est intéressant parce que ça montre un exemple assez précis. Donc la MPA, ça c'est vraiment très important. Il y a tout Hollywood. C'est-à-dire Hollywood, c'est les studios américains qui, eux, vont être très actifs à partir du basculement numérique, à partir des années 2000, on parlera de ça tout à l'heure, sur les questions de défense du droit d'auteur face aux géants de l'Internet. Parce qu'en fait, il y a une bataille énorme en ce moment entre les géants de l'Internet américains, Google, Facebook, Amazon, machin, Apple, et les majors, qui disent, bon, maintenant les gars, d'où l'histoire de Megaupload, et des lois américaines, SOPA, FIPA, machin, où là, c'est l'industrie historique, c'est-à-dire l'industrie lourde américaine, les majors, qui génèrent... face aux groupes émergents comme des acteurs de l'Internet comme Google et Facebook. Avec l'arme nucléaire qui est l'antitrust. C'est-à-dire qu'en fait, on dit ouais, Google, bah oui, mais attention, Google, s'il franchit la ligne, c'est un antitrust qui se prend dans les dents. Et les Américains, avec l'antitrust, ça ne plaisante pas. C'est-à-dire qu'en les années 50, le cinéma américain a été l'objet d'une loi antitrust très dure, qui a contribué à faire révolutionner le cinéma hollywoodien et le rendre mondial. C'est-à-dire que comme les studios contrôlaient la production, la distribution et les salles, vous étiez en position de trust, qui avait contrôlé toute le Congrès a obligé donc les studios à vendre leur réseau de distribution de films. Donc avant cette époque-là, le cinéma américain n'était pas... Avant les années 40, enfin les années 50, c'était pas un cinéma mondial. Parce que le trust, comme il contrôlait toute la chaîne, en fait, le cinéma était fait, d'ailleurs c'était comme ça que c'était vendu dans les contrats, au kilomètre. Excusez-moi, mais je vais vous interrompre, mais vous voulez dire quoi par le trust, avant que vous enchaîniez? Le trust, vous voyez ce que c'est un trust, hein, c'est quand vous avez une situation économique où un seul acteur monopolise toute la chaîne économique d'un produit. C'est-à-dire qu'en fait, donc ça veut dire qu'il y a une atteinte à la concurrence libre et à la concurrence non faussée. Puisqu'en fait, comme il contrôle tout, il exclut la concurrence. Le concurrent ne peut pas attaquer puisqu'il maîtrise tout. Il maîtrise tout. Alors, c'est le cas, par exemple, en France, de la téléphonie mobile. C'est-à-dire qu'en fait, l'État est obligé d'avoir plusieurs... il faut qu'il y ait plusieurs opérateurs. Sauf qu'évidemment, derrière, c'est le cartel, c'est-à-dire qu'ils s'entendent sur les prix. Donc ça, c'est un autre problème. Bien sûr. Et donc,
Le cinéma américain, c'est plus une loi antitrust très